Ah non, j'ai vu. Et quand on se balade dans les rues de La Havane, il n'y a plus les. Ah ouais. Il n'y a plus, comment dire, une forme de bonheur, de joie que l'on voyait. Tu vois, il y avait des bars qui étaient ouverts, il y avait des musiciens partout, il y avait une espèce de bonne humeur, même dans une forme de pauvreté. On sentait que c'était une ville qui respirait, qui. J'ai pas eu ce sentiment-là. Et puis, beaucoup moins de chantiers. Le vieil Havane, il y a beaucoup de maisons en rénovation. Je vois la dernière fois que j'y étais allé, il y avait des canalisations qui étaient refaites dans les rues. Il y avait un gros travail d'infrastructure, de réseau. Et là, j'ai vu les chantiers à l'arrêt, quoi. Euh, je ne l'ai pas dit de cette façon dans le livre, mais je vous dis mon ressenti. Les vitrines, rien quasiment. Notamment comment tu appelles les vitrines, les magasins d'État, tu vois, où les gens viennent avec un livret pour avoir l'essentiel, donc pour pouvoir consommer. Je me suis dit, la situation est quand même catastrophique, quoi. Et euh, ça m'a conforté dans le fait qu'il y avait urgence à écrire ce livre, qui est pour moi et pour le Parti communiste un levier, quoi, en fait, pour essayer de faire comprendre l'immense difficulté qu'a aujourd'hui la révolution cubaine. J'y suis retourné ensuite au mois de septembre en mission parlementaire. On était 4 députés. Il a fallu que je me farcisse un député du Rassemblement national. C'est comme ça, parce qu'ils ont leur représentativité dans l'Assemblée. J'avais été accompagné j'avais demandé à la France Soumise, à Coquerel, qui est venu avec moi. Je voulais qu'il vienne parce qu'il est président de la commission des finances, donc ça donnait un peu de poids. J'avais le député de Dordogne, mon vieux pote Cubert Tafon, qui était là. Et puis moi, on était 4, quoi. Et là, on a eu des rencontres institutionnelles. Alors évidemment, c'est différent. Et ce qui m'a un peu, euh, pas blessé, mais j'étais un peu embêté par le fait que j'ai eu l'impression que les dirigeants cubains masquer un peu la réalité de la difficulté, quoi. Quand je disais, là, on a eu des rencontres au niveau, je leur disais, mais la situation, elle est pire que pendant la période spéciale. La période spéciale, c'était après 90, quand il y a eu l'effondrement du bloc soviétique et quand le PIB de Cuba, du jour au lendemain, a chuté de 35%, si c'est pas plus, hein. Et c'était une période extrêmement difficile. Mais à l'époque, ils s'étaient reconstruits avec le Venezuela, notamment Solidarité de l'Amérique latine, ils avaient quand même tenu le coup malgré des lois qui ont été votées pendant cette période, j'y reviendrai peut-être par les États-Unis. Et là, je crois comment dire, il masque un peu la gravité de la situation. Tous les retours que j'ai eus depuis montrent que la situation est très compliquée. Et j'ai organisé lundi, la dernière, à l'Assemblée nationale, un colloque comme président du groupe d'amitié, où j'ai fait venir les entreprises françaises qui travaillent sur Cuba. J'avais même le MEDEF international qui était représenté, qui était là, avec bien sûr l'ambassadeur de Cuba en France et avec un lien avec le responsable de l'AFD, de l'Agence française de développement, qui était en visio à Cuba, et le chef enfin le président de l'Association des entreprises françaises à Cuba aussi, qui est intervenu à Cuba. Et là, c'est vrai qu'ils ont dressé un tableau de la situation qui confirme ce que je dis, qui confirme ce que je dis, avec un désengagement complet des banques, par exemple. On ne peut plus envoyer l'argent à Cuba. Il y a une seule banque qui était venue, c'est la banque de l'UBAC, qui est une petite banque, qui n'avait pas d'actifs financiers sur les États-Unis, donc qui est de plus en plus utilisée, mais qui coûte cher. Quand vous avez une petite banque comme ça coûte beaucoup plus cher que des grandes banques et tout ça. Mais quand même qui travaille avec les entreprises françaises, parce qu'on ne peut plus, on peut plus envoyer de l'argent à Cuba, on ne peut pas avoir de crédit pour Cuba. Il y a un contrôle qui est fait par les États-Unis qui est incroyable. Incroyable. Il y a des lois qui ont été votées aux États-Unis qui font qu'ils rentrent dans tous les comptes. Dès qu'il y a le mot Cuba qui apparaît, tout ça, ils répercutent auprès de la banque. Des banques ferment des comptes. Cuba Coopération, par exemple, a eu son compte fermé tout simplement parce qu'ils envoyaient de l'argent à Cuba et qu'il y a des actions de coopération de Cuba. C'est terrible ce qui se passe. Le blocus prend des proportions extrêmement forte et qui commence à étrangler Cuba de façon incroyable. C'est un véritable étranglement aujourd'hui que l'on a, un véritable étranglement. Vous avez par exemple au lendemain de la venue de Hollande
c'était en 2015, de Hollande à Cuba, il s'est mis en place l'Agence française de développement et des actions de coopération. Il y a eu pour partie, la dette a été pour partie effacée, et puis il y a des financements qui sont accordés par. C'est la seule banque d'ailleurs, l'Agence française de développement, qui accorde des financements pour des actions. Il y a 6 actions, 6 grandes actions qui sont conduites par la France, donc sur Cuba. Mais tout ça, c'est l'argent qui est prêté. Il y a une partie de l'argent, c'est l'effacement de la dette, mais il y a la plus grande partie de l'argent l'Agence française de développement, c'est l'argent qui est prêté à Cuba. Or là, il y a eu un différé de remboursement et Cuba ne peut pas rembourser. Donc on se bagarre avec l'Agence française de développement qui continue quand même à soutenir les actions qui sont engagées. Mais le Trésor français, j'ai fait une visio avec les responsables du Trésor français qui disent oui, c'est bien beau, mais on va perdre notre argent, tellement la situation est difficile. Donc ça exige vraiment en urgence une grande action de solidarité. Ça ne va pas tout régler, l'action de solidarité, bien, bien loin de ça. Mais bon, tu en as parlé. Il y a une commission qui est mise en place. Vous réunissez les vendredis midi, je crois. Il est vendredi, je crois qu'il y a il y a un travail qui a été engagé. Alors, les actions de solidarité, chacun va les construire, et tu as très bien fait de le dire, en lien avec les associations, tout ça. Très important, parce qu'il y a des associations qui ont un savoir-faire par rapport à ça. Que ce soit France-Cuba, Cuba Coopération, Cuba-Si, peut-être, je ne connaissais pas l'Amérique latine. Voilà, il y a tout un tas d'associations qui ont un savoir-faire, donc il faut qu'on s'appuie sur les associations qui ont un savoir-faire, qui ont une expérience et tout ça. Et puis, il y a ce qu'on peut conduire dans les fédérations. La difficulté, c'est le prix du transport. Avec des containers, ça a réaugmenté. Ça a réaugmenté avec le Yémen et tout ça, les containers. C'est vrai qu'il y a des priorités qui ont été fixées. Par exemple, j'en retiens quelques-unes, mais qui partent de la réalité cubaine. Les pneus, par exemple. Pas forcément, bien évidemment, des pneus neufs, mais on a chez nous des pneus qui, pour des contrôles techniques et tout ça, sont plus utilisés. Il faut savoir quand on traverse Cuba, on voit des tracteurs à l'arrêt. Il y a plus de pièces de rechange. Les camions, c'est pareil. Et donc, il y a un problème de livraison, par exemple, d'une part de culture, hein, puisqu'il y a une mécanisation qui est bloquée hein, souvent. Hein. Et puis, y compris des récoltes qui vont pourrir sur place, parce qu'il n'y a pas de hangar réfrigéré, puis il n'y a pas de véhicules pour transporter, par exemple, dans les villes et tout ça. Donc, on dit, par exemple, des pneus. Bon, il faut qu'on essaie de voir, nous, sur le département du Puy-de-Dôme, c'est un peu peut-être une priorité qu'on va se donner. Mais voilà. Mais il ne s'agit pas, bien sûr, que ce soit des pneus tout pourris. Hein, mais on peut trouver quand même, j'en ai discuté avec l'ambassadeur lundi, il me dit, y compris des pneus qui ont une certaine usure, mais qui sont quand même utilisés, qui sont plus utilisés chez nous, eh ben, ça les dépannerait rudement. Le problème, c'est qu'après, et c'est là la difficulté que vous allez avoir, c'est transporter ça jusque dans le port, ce sera à Marseille, je crois, je ne sais pas. Apparemment, on est là-dessus pour remplir les containers. Et souvent, il y a le coût du transport, il y a le coût du transport donc pour aller jusqu'au port et ensuite le coût du container. Alors, il y a les vélos. S'il y avait moyen qu'on puisse récupérer des vélos en état correct, bien sûr qu'il faut réparer tout ça. Si on pouvait faire 1 ou 2 containers de vélos, ça serait important aussi pour les déplacements. Il y a le matériel médical, c'est une catastrophe. Matériel médical, on a eu, c'est Laurent Brun qui est rentré de Cuba là, il y a 1 mois ou 2 à peu près, qui nous a alerté sur le fait que les médecins, les chirurgiens cubains n'ont plus de matériel pour opérer les kits, par exemple, qui sont utilisés. Donc, on est en train de voir, mais ça, c'est des choses qu'il faudra acheter. Donc, il y a la solidarité financière aussi. Je pense que quelquefois, la solidarité financière sera peut-être préférable à l'envoi aussi de matériel. En termes de, vous voyez, si le transport est trop cher, il y a quelquefois intérêt à envoyer de l'argent, enfin, à avoir, pour par exemple acheter des choses à proximité ou livrer du matériel médical. Je crois que le CGT de la santé est dessus pour essayer de récupérer dans les hôpitaux. Quelqu'un m'en parlait, là, c'est pas, je ne sais pas où c'est hier. Et pour récupérer dans les hôpitaux, il y a des kits, par exemple, qui sont en stock, et y compris quelquefois, il paraît qu'il y a du matériel qui est jeté au bout d'un certain temps. Donc, il y aurait tout un travail à faire si on a des hospitaliers parmi nous, dans les différents hôpitaux, peut-être écrire, que les fédérations écrivent dans les hôpitaux, des maisons de retraite, peut-être tout ça pour voir si on peut récupérer du matériel. Certains le font. Il y a Cuba Coopération, par exemple, qui a une très belle action qui est faite dans les Côtes d'Armor,
avec le centre hospitalier de Saint-Brieuc et des EHPAD aussi du Côte d'Armor, et qui, donc, il y a des relations comme ça, d'hôpital à hôpital, qui permet d'envoyer du matériel. Il y a aussi, j'en parle dans le livre, il y a en Martinique aussi, il y a des coopérations qui sont développées, mais c'est au niveau médical, c'est grave, hein. C'est grave. Et manque de médicaments aussi, Doliprane, des choses. Enfin, ils ont, parce que le blocus, il porte là-dessus. Il porte aussi là-dessus. Lors de la visite qu'on a fait au mois de septembre, on a rencontré le centre médical qui traite le diabète. Ben, par exemple, ils ont pour les dialyses, ils ont des machines qui sont à l'arrêt, hein. Parce qu'il y a le blocus, c'était des pièces qui venaient des États-Unis. Et même si au niveau des accords de Genève, de la Convention de Genève, on n'a pas le droit de faire un blocus sur des médicaments ou sur tout ce qui touche à la santé, il suffit que l'entreprise qui fournisse ne fournit plus. Ça ne paraîtra pas comme du blocus, ça paraît. C'est l'entreprise qui dit non, non, je ne vous livre plus. On ne peut pas imposer à une entreprise américaine, enfin des États-Unis, à livrer du matériel à Cuba, même si normalement, le blocus ne doit pas concerner le matériel médical et la santé. Et donc, il y a petit à petit une aggravation extrêmement grave. La médecine cubaine est en train qui était la meilleure du monde en termes de savoir-faire, ça reste, bien sûr, les médecins sont là et tout ça, mais ils ont plus le matériel pour opérer correctement, les pinces, par exemple, tout ça. Vous voyez, ce qui peut être nécessaire. Donc, il y a ça. Il y a aussi de tout ce qui touche au matériel scolaire et culturel aussi, je dirais, hein. J'ai visité une école de musique. Ça, beaucoup, ça paraît presque bête de dire ça, mais c'était formidable, une école de musique où il y avait des enfants qui étaient là. Et on discute avec des profs. Il y a un prof de guitare qui dit, j'ai plus de corps pour mes guitares. Enfin, vous vous rendez compte des petites choses comme ça, quoi. Il y a c'est toute la vie culturelle aussi commence à souffrir de ça. En plus de ça, les artistes cubains ne peuvent plus se déplacer. Les tournées qu'ils pouvaient faire aux États-Unis, ils ne les font plus. Il y a des difficultés, y compris pour obtenir des visas. Parce il y a une migration extraordinaire, hein, qui est colossale, tellement la pauvreté s'est développée, la situation économique est dure. Donc, il faut vraiment qu'on essaie de développer ça et rapidement. Alors, je sais, ça va être compliqué parce qu'on a la campagne des européennes. Et avec la campagne des européennes, c'est un peu compliqué de donner toute sa dimension qu'on voudrait donner. On va essayer quand même à la solidarité avec Cuba, parce que si on récupère du fric pour la campagne des européennes, les communistes, c'est un peu compliqué de récupérer en même temps du fric pour Cuba. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais il faut quand même qu'on lâche pas là-dessus, quoi, parce qu'il y a une urgence. Il y a vraiment une urgence. Mois après mois, la situation se dégrade, hein. Euh, les, les salaires permettent, quand on dit d'acheter rien du tout, vraiment. Enfin, tu verras quand ces jours que tu vas faire. C'est intéressant de faire remonter des choses. Donc, il y a vraiment une urgence. Le matériel scolaire pour les enfants, aussi du papier, des cahiers, tout ça. Faut essayer de se fixer. Donc, j'en discute avec des copains de Cuba, ils me disent, mais ils ont besoin de tout. Je dis, oui, mais on est obligé aussi de se fixer certaines priorités. Mais je dirais qu'à la limite, ça peut porter sur d'autres choses que ce qu'on dit, hein, parce qu'il y a tellement de besoins de tout. Les lunettes, hein. Par exemple, les lunettes. S'il y a on a tous des lunettes dans des tiroirs, enfin, on en a plein placard souvent. Moi, je les ai donnés il n'y a pas longtemps pour l'Afrique, je n'aurais pas dû, mais il m'a réservé les lunettes. Là, c'est quelque chose, ils adapteront tout ça. Mais c'est un exemple aussi de ce qui peut être envoyé. Évidemment, des produits d'épicerie qui se conservent et tout ça. Bon, c'est pour dire qu'il y a urgence sur la solidarité matérielle et il y a urgence sur la solidarité politique. Donc, sur la solidarité politique, il faut qu'on mette l'éclairage dessus, quoi. Enfin, c'est une honte ce qui se passe. C'est une honte qu'il y a un. Alors, on dit, c'est pas un blocus, un embargo. Je dis, l'ancien ambassadeur, la Mandelson de France à Cuba, il me dit, c'est plus qu'un embargo, c'est pas tout à fait un blocus, effectivement, mais politiquement, c'est un blocus, quoi. Même s'il y a encore certains produits qui rentrent, mais attention, ce qui rentre venant de Chine ou de Russie, c'est pas gratuit, hein. C'est-à-dire que c'est pas les aides que l'Union soviétique apportait, c'est de la livraison commerce, c'est du commerce, hein. Et les Chinois, c'est pareil, hein. Ils ne font pas de cadeaux. Les Chinois ne font pas de cadeaux. Comme on dit chez moi, ils font pas l'amour à l'œil, hein. Non mais c'est-à-dire que c'est pas de la solidarité internationaliste, hein. C'est pas l'internationaliste qui font, c'est le commerce, c'est le business. Il y a par exemple des voitures
de chemin de fer, des wagons de voyageurs qui avaient été achetés en Chine, hein, qui aujourd'hui sont dans un très mauvais état. Ils ne vont pas envoyer les pièces de rechange gratuitement. Hein. Et ces voitures sont en train de se détériorer. Tout ça, ça rentre dans des actions d'ailleurs qui sont conduites avec l'Agence française de développement. Donc, ils ont le commerce avec l'Amérique latine. Euh, L'Amérique latine, c'est compliqué, y compris le Brésil, ça n'a pas repris comme ça l'était. Le Venezuela est dans une situation de blocus aussi, mais comme le Venezuela a repris certains échanges économiques, notamment sur le pétrole avec les États-Unis, parce que les États-Unis en avaient besoin, euh, l'aide du Venezuela à Cuba n'est pas au niveau qu'elle était il y a quelques années. Y compris, c'est un exemple fou qu'on m'a donné, vous savez que depuis 1992 et la loi Torricelli, enfin vous savez, je l'explique ça dans le livre, et la loi Torricelli, 1992, il a interdit à un cargo qui accoste à Cuba pendant 6 mois d'aller aux États-Unis. 6 mois. Vous mesurez, on est à 100 km des États-Unis. La conséquence que ça a en termes de coût du fret maritime, c'est énorme. C'est énorme. Parce que c'est bien beau, un bateau qui va aller à Cuba, et s'il revient à vide, s'il ne peut pas aller dans un port aux États-Unis notamment, pour faire du business, ça remonte les coûts aussi de façon incroyable. Eh bien, par exemple, on m'a dit que les pétroliers vénézuéliens qui livrent du pétrole à Cuba n'accostent pas à Cuba, sur un port cubain, mais il faut qu'il y ait un pétrolier cubain, ils ne doivent pas en avoir beaucoup ou en bon état, qui aille au milieu de la mer et ils font le transfert. Enfin, vous mesurez les trucs, quoi. Vous voyez, c'est les conséquences de cette façon. Et certains me disent, j'en parle, je fais allusion dans le livre, mais sans trop, ça demanderait davantage développer ça. Mais disent, mais il y a bien les BRICS. Hein. Donc les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Amérique du Sud et Chine. Hein, Afrique du Sud, je veux dire. Afrique du Sud et Chine. Mais les BRICS, ça ne règle pas le problème. On croyait, on peut s'imaginer que ça peut régler le problème dans la mesure où c'est des pays qui ne sont pas sous la domination économique du G7 et des États-Unis. Mais dans la réalité, j'ai lu un article, je sais pas, sur le monde diplomatique de juillet, qui était vachement bien là-dessus, qui expliquait bien ça, qui disait que en fait, les pays, les États qui constituent les BRICS, il y en a 7 de plus qui ont rejoint là encore récemment, qui sont un poids très important au niveau de l'économie mondiale, pour autant continuent, dans leur grande majorité, à utiliser le dollar. Ils continuent à utiliser le dollar, y compris les Chinois. Donc, il n'y a pas de monnaie alternative pour le moment au dollar. Or, l'extraterritorialité du droit américain, il s'applique par le biais du dollar. C'est-à-dire, il y a 70% des transactions, je ne sais pas si c'est commercial ou financière, des transactions commerciales, je crois, qui se font en dollars. 70% sur toute la planète. Dans la mesure où une entreprise ou un État utilise le dollar, il est soumis à la législation américaine des États-Unis, à la législation des États-Unis. Et qui fait que le droit des États-Unis est extraterritorial et s'applique à toutes les entreprises de la planète qui utilisent le dollar. Et pour trouver une entreprise qui n'a jamais d'actifs financiers avec du dollar, et il y a en plus de ça, depuis 1992 et la Torricelli, un deuxième élément, c'est que tout produit qui a plus de 10% financier ou technique des États-Unis est interdit d'être commercialisé avec Cuba. Il faut mesurer ce que c'est. Je cite l'exemple dans le livre qui a une anecdote. Il y a quelques années, deux anecdotes. Il y a quelques années, l'ambassadeur de Cuba en France m'appelle, il me dit, on n'a plus d'ascenseur. Je lui dis, vous n'avez plus d'ascenseur? Il me dit, oui, parce que l'entreprise qui faisait l'entretien de nos ascenseurs, c'est toutes des entreprises qui ont plus de 10% de technologie, de composantes techniques américaines des États-Unis. Et c'est pour l'essentiel des entreprises qui sont des entreprises états-uniennes. Il me dit, on n'a plus. On n'a plus d'ascenseur. Il y a 6 étages. Eh bien, en définitive, ils ont réussi à trouver une entreprise française, mais c'était compliqué. Et ça coûte beaucoup plus cher. Qui réussit à faire l'entretien des ascenseurs. Enfin, vous voyez où on en est. Il y a 3 ans, l'ambassadeur m'appelle
Il nous dit, on n'a plus de compte bancaire. On va nous fermer nos comptes bancaires. Ils avaient des comptes bancaires de la Société Générale. Mais je dis, mais c'est pas pourquoi. Et bien, il me dit tout simplement, parce qu'il n'y a aucune banque, l'ambassade est considérée comme le territoire cubain, il n'y a aucune banque qui veut ouvrir, qui veut maintenir un compte pour l'ambassade. Ils avaient besoin d'un compte, je crois, c'est pas énorme, 400 000 euros par an pour le fonctionnement de l'ambassade, et il y avait le compte pour les visas à côté. Ben, je lui dis, mais c'est pas vrai. Je téléphone au PDG, au PDG de la Banque Postale, PDG de la Poste. Je l'appelle, je lui dis, écoutez, Monsieur le Président, voilà ce qui se passe, l'ambassade de Cuba n'a plus de compte, je pense que la banque postale va pouvoir, banque d'État, quoi, va pouvoir ouvrir un compte à l'ambassade de Cuba. Il me dit, je regarde, il me téléphone 2 jours après, il me dit, impossible, parce qu'on est des actifs financiers aux États-Unis. Vous vous rendez compte du truc? Et en fait, c'est la Banque de France, en définitive, qui a obligé, un État est obligé d'assurer le bon fonctionnement d'une représentation diplomatique. C'est la Banque de France qui a obligé 2 banques à ouvrir des comptes en les protégeant, bien sûr, de toute poursuite de la part des États-Unis, qui a obligé donc à ouvrir des comptes. Il faut voir jusqu'où ça va. C'est quelque chose d'incroyable. Je citais tout à l'heure Cuba Coopération, son compte a été bloqué par la Banque Populaire. Ils n'ont plus de compte à la Banque Populaire. Maintenant, ils travaillent avec cette petite banque de Lubac, là, qui est la seule banque française qui. Et or, des États contournent ça. S'il y avait une volonté politique de la part de la France, le Canada contourne. Il y a des banques canadiennes qui travaillent avec Cuba. Il y a des banques espagnoles qui travaillent avec Cuba. Mais on n'a pas en France de volonté politique. Donc, on va s'attaquer à ça avec notamment Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée, pour rencontrer les banques. Mais on a demandé un rendez-vous à Le Maire par rapport à ça. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. C'est quelque chose qu'on a. Enfin, moi, ça me rend fou, ça. Faut mesurer. Faut mesurer. En plus de ça, cerise sur le gâteau, comme Trump, la veille de passer le manche à Biden, il a inscrit Cuba sur la liste noire des États terroristes soutenant le terrorisme, ça bloque tout crédit international. C'est-à-dire, ça interdit les organismes de l'ONU ou tout ça, ou la Banque mondiale, enfin tout ça, de prêter de l'argent à Cuba. C'est pas possible de prêter de l'argent à Cuba. Tout simplement parce que Cuba est inscrit sur la liste noire sans aucune raison, sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme. Donc la situation, elle est vraiment d'une extrême gravité. Politiquement, bien sûr, il faut qu'on se batte contre ça. Parce que, bien sûr, il y a les votes de l'ONU. Sur les votes de l'ONU, l'Assemblée générale de l'ONU condamnant le blocus, il y a la première, c'était en 92, je crois. Il y avait à l'époque 70 pays qui s'abstenaient et une dizaine de pays qui votaient contre la levée du blocus. Aujourd'hui, il y a 2 pays seulement qui votent contre la levée du blocus, c'est les États-Unis et Israël, et un seul qui s'est abstenu, c'est l'Ukraine. Il faut quand même le faire. Alors qu'il y a des milliers d'enfants ukrainiens qui ont été soignés à Cuba gratuitement à la suite de Tchernobyl. Bon, passons. Euh, mais donc, politiquement, il faut qu'on mène la pression. C'est la même chose d'ailleurs pour la Palestine. Je faisais un peu un compte, j'avais fait une petite recherche rapide sur Cuba. Il y a eu 29 résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, 29 demandant la levée du blocus, qui n'ont jamais été respectées, bien évidemment. Sur la Palestine, il y a 3 résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU et 30 du Conseil de sécurité, notamment en 1967 pour le retrait des territoires occupés. Jamais les résolutions n'ont été mises en œuvre. Donc, on a quand même un combat politique à conduire par rapport à des votes majoritaires à l'Assemblée générale de l'ONU, voire au Conseil de sécurité pour la Palestine, qui ne sont pas appliqués. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a eu au mois de novembre, tu n'y es pas allé, Jean, il y a eu à Bruxelles un tribunal international qui s'est mis en place avec des représentants de, je ne sais pas, 29 pays peut-être. Il y avait à peu près 280 personnes et tout ça, des témoignages et tout ça. C'est un tribunal de juristes, de politiques, d'associations, de citoyens, qui a condamné officiellement, en quelque sorte. Comme il y avait eu le tribunal Sartre, j'en parle dans le livre, Sartre-Russell, pendant la guerre du Vietnam, qui avait été mis en place pour condamner l'intervention américaine au Vietnam. C'est un peu la même démarche. C'est condamner le blocus. Donc, il y a un travail politique qui se conduit, qui est en train de s'élargir, au niveau notamment de l'Union européenne. Il y a un travail qui est en train de se développer. Et il y a, bien sûr, la campagne politique, tu disais qu'il faut qu'on mène en France. Parce que vous discutez avec les gens, ils s'imaginent qu'il n'y a plus de blocus.
Enfin, c'est incroyable, quoi. Et puis, je pense que nous-mêmes, les communistes, en dehors de ceux qui sont dans les associations, parce qu'on a beaucoup de communistes dans les, ou de sympathisants quand je dis communistes dans les associations, euh, France-Cuba, Cuba Coopération, France-Amérique latine, Cubatie et d'autres sans doute. Hein. En dehors de ceux qui sont mobilisés dans les associations et qui n'ont jamais lâché, il faut reconnaître quand même, on a un peu lâché, quoi. Parce qu'on avait une espèce de vision un peu de la légende cubaine et tout ça. Et je pense qu'on a, depuis quelques années, on a quand même pas beaucoup fait quoi, par rapport à Cuba, y compris qu'à une période euh, où, pour des questions de. On considérait que Cuba portait atteinte aux droits de l'homme, où à la fête de l'UMA, notre secrétaire nationale, enfin Marie-Georges, elle faisait un détour pour pas rendre visite au stand d'amitié avec Cuba. Hein, parce que c'était au nom des atteintes aux libertés et tout ça, le respect des droits de l'homme, liberté d'expression et tout ça. Donc ça a changé. Hein. Mais parce qu'on y a travaillé à quelques-uns pour le faire changer quand même. Hein. On y a travaillé. Aujourd'hui, je crois que dans le parti, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des interrogations, on pourra en parler, sur les droits de l'homme et tout ça, mais il faut bien considérer que Cuba est dans une situation de guerre. Une situation de guerre. C'est peut-être pas une guerre avec des armes comme s'ils l'ont connu par le passé, hein, avec la baie des cochons ou tous les attentats qu'il y a eu et tout ça, mais c'est une situation de guerre, c'est une guerre économique, c'est une guerre de communication, c'est une guerre où ils financent les États-Unis, ils financent l'opposition intérieure en déversant des millions de dollars chaque année inscrits dans le budget américain. Donc c'est une véritable situation de guerre qui fait que quand il y a des manifestations qui sont organisées de l'extérieur, comme c'était le 11 juillet 2022, oui, 21. Ou 21 peut-être. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu des manifestations, enfin, le 11 juillet 2021, il y a des manifestations avec des gens qui ont été emprisonnés et qui sont toujours, d'ailleurs, il y en a. Donc, il peut y avoir un problème de liberté d'expression, voire de liberté de la presse aussi, mais il faut bien le replacer dans le contexte. Ça ne veut pas dire qu'on soutient ça, mais il faut le replacer dans le contexte. Et c'est pour ça que moi, dans le bouquin, je ne me donne pas, je ne suis pas en donneur de leçons, hein, absolument pas en donneur de leçons, même si on peut avoir une appréciation critique là-dessus, mais il faut comprendre le contexte véritablement. Et si on ne comprend pas le contexte, on va être un moralisateur, en donneur de leçons. Et c'est une lutte aussi qui est une lutte idéologique. Pourquoi il y a cette obsession des États-Unis? Alors, dans le livre, je développe beaucoup l'histoire, parce qu'on ne peut pas comprendre l'attachement du peuple à sa souveraineté, à son indépendance, si on ne fait pas un retour sur l'histoire. C'est pour ça que j'ai un chapitre notamment sur le 19e siècle et tout ça. C'est très, très important. Si on n'a pas l'approche de la construction de l'esprit du peuple cubain en termes d'attachement à sa souveraineté, on ne peut pas comprendre que le peuple a résisté à 60 ans de blocus. Donc ça, c'est extrêmement important de le replacer dans un fil historique. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que alors, donc tout ça, l'histoire montre que les États-Unis, depuis le début du 19e siècle, vous voulez mettre la main sur Cuba. C'est la fameuse théorie du fruit mûr. Ils considèrent qu'à un certain moment, le fruit va tomber. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est la doctrine, c'est Monroe, hein, je le cite je le cite dans le bouquin. C'est Thomas Jefferson, qui est un président des États-Unis en 1805, qui parlait de la théorie du fruit mûr. Ensuite, James Monroe, autre président, il disait il y a le fruit mûr, mais c'est la théorie de l'arrière-cour. Il faut que dans les Caraïbes et l'Amérique latine soient l'arrière-cour des États-Unis. Il faut bien le replacer dans ce contexte international, ce qui se passe. En plus de ça, il y a la lutte idéologique, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, vous comprenez bien qu'il faut, j'appelle ça comme ça, il faut effacer, j'aurais pu dire, il faut mettre de l'eau écarlate sur toute perspective d'un État, d'une démocratie qui ne soit pas une démocratie à l'occidentale. Et donc, il faut effacer l'hypothèse communiste. Considérer que sur cette planète, il ne peut pas y avoir un autre système politique respectant les libertés, le développement social, le développement économique, qui ne soit pas la démocratie bourgeoise. Et donc, faire effondrer
la révolution cubaine, c'est un enjeu idéologique colossal avec un impact que ça aurait parce que sur les peuples d'Afrique, sur les peuples d'Amérique latine, parce qu'il faut savoir que Cuba, c'est le grand frère, en quelque sorte, d'énormément de peuples. Et donc, l'exemple cubain, même si au niveau international, il y a eu des retours et tout ça, mais il y a dans énormément d'états de peuples, j'allais dire, dans les peuples d'Afrique, dans les peuples d'Amérique latine et sans doute ailleurs, il y a cet exemple de Cuba, cette image de démocratie cubaine qui est un espoir pour l'avenir du monde. Et si on écrase la révolution cubaine, on va aussi écrabouiller cet espoir-là de nombreux peuples en termes d'émancipation et tout ça, de respect de leur indépendance. Il y a donc un enjeu idéologique qui est vraiment extrêmement important que je souligne aussi. Le troisième point sur le blocus, en dehors de l'ancrage historique, l'histoire, la lutte idéologique, c'est le poids économique. Il faut bien comprendre que Cuba, 100 kilomètres des États-Unis. Donc, c'est 11 millions d'habitants, il y en a un peu moins maintenant, parce que vous voyez les départs qu'il y a. Hein. C'est pour les entreprises américaines, c'est une terre sur laquelle ils vont se précipiter. J'ai un langage un peu fleuri. Des fois, je dis les Américains vont tomber dessus comme la petite vérole sur le bas clergé breton, comme on dit. Hein. Je ne sais pas, vous connaissez l'expression. Faut pas, c'est parce qu'on est entre nous. Mais ils attendent. Ils sont dans les starting blocks. Et comme avec le blocus, il y a les entreprises américaines, depuis d'ailleurs 1960, sont interdites de travailler avec la révolution cubaine. L'objectif de l'extraterritorialité du droit américain, c'est rendre ça, c'est empêcher que toute entreprise du monde s'installe à Cuba. C'est ça aujourd'hui. C'est ce qu'ont expliqué d'ailleurs les entreprises françaises que j'ai reçues à l'Assemblée lundi et dans le colloque que j'ai organisé sur les entreprises qui travaillent à Cuba. L'objectif, c'est de bloquer. Vous avez le port de Mariel, par exemple, il y a seulement deux. Ils font un pont d'or pour l'installation des entreprises. On gueulerait comme des gorées, nous, si on faisait ça chez nous. Pas de taxes, tout ça. Enfin, ils font un pont d'or. Hein, un pont d'or. Eh bien, malgré ce pont d'or, les entreprises ne s'installent pas. Parce que elles ont peur d'être poursuivies par la justice, par la justice des États-Unis si elles s'installent. Et donc, cet objectif, c'est d'avoir une politique de la terre brûlée, de la terre brûlée, faire en sorte qu'aucune entreprise autre que les entreprises des États-Unis s'installe et que le jour où le système va s'effondrer, eh ben, c'est eux qui auront porte ouverte et c'est eux qui vont mettre le pays en coupe rase comme ils l'ont fait avant la Révolution, avant 1959, parce que c'était la réalité. Donc, il faut bien comprendre tout ça et à partir de là, eh ben, bon, je reviens à l'urgence d'agir et tout ça. Voilà un peu, j'ai été trop long déjà, mais comment je ressens les choses. Quoi. À toi. Oh, il y a peut-être des questions. Et si tu veux lui mettre le... Oui, je vais faire non, non, ne fais pas de suivi. Un élément de contribution pour. D'accord. Oui. En résumé, moi, je dirais qu'effectivement, comme l'a développé André, il y a trois niveaux d'intervention en termes de solidarité. Il y a d'abord l'humanisme, par humanisme. On ne peut pas laisser un peuple dans la misère dont il n'a aucune responsabilité, comme l'a développé André. Et effectivement, une difficulté que sous-estime le gouvernement cubain, mais ça se comprend aussi. Le gouvernement cubain ne va pas dire qu'il est en banqueroute. Et donc, et moi-même, souvent, je m'interroge sur l'image que je dois donner de Cuba. Parce que j'ai envie aussi que des gens aillent faire du tourisme à Cuba. Donc, on est pris un peu entre deux feux. Donc, donner, si possible, à la fois la dimension concrète et la nécessité d'aider un peuple qui souffre, mais aussi donner une dimension d'espoir. Donner une dimension d'espoir et envie aux gens de participer à redresser Cuba. Ça, c'est la dimension humaniste. Après, il y a une dimension géopolitique, y compris moi que je lis aux élections européennes. Cuba, j'ai pensé en venant
la boucherie de la deuxième, on est sorti de la boucherie de la Deuxième Guerre mondiale par la création de l'organisation, la Charte des Nations Unies, qui proclame, nous, peuple d'Europe, le peuple du monde, avons décidé euh, de construire un monde de paix. Un monde de paix. Et pour cela, il y a un droit international qui a été établi. Et quand vous regardez la situation de beaucoup de conflits dans le monde, la cause réelle, c'est le non-respect du droit international. C'est vrai en Palestine, c'est vrai à Cuba, c'est vrai, etc. Je crois que c'est une question clé et c'est là-dessus que bute. Il faut apprécier le progrès qui a été fait euh, des rapports de la France et de l'Union européenne avec Cuba. Parce qu'avant, à l'époque de Aznar, président espagnol, la politique était une politique totale de suivisme des États-Unis. Donc il faut apprécier le vote des 287 pays contre l'ONU, mais il faut mesurer aussi les abandons de souveraineté de la France et de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Et sur ce plan-là, je crois que la bataille pour le respect du droit international est une question, à mon avis, euh, qui est rassembleuse, et qui est politiquement très, très forte. Et le troisième niveau, tu l'évoquais à la fin de ton propos, comment dire, tous les pays, le monde entier connaît des crises à tous les niveaux, de la crise climatique à la crise démocratique, à la crise sociale, etc. Et tous les peuples sont en recherche. Tous les peuples sont en recherche. Comment en sortir? Et dans cette recherche, il y a une expérience originale. Il y a peut-être d'autres, je connais celle de Cuba. Une expérience originale où le peuple cubain a décidé non pas simplement d'acquérir la souveraineté politique, d'avoir un peuple souverain, mais un peuple souverain aussi sur toute l'activité économique. Ce qui, bien sûr, les différencie de toutes les démocraties, entre guillemets, occidentales, qui, elles, laissent prospérer, se développer et dominer une sphère économique qui aujourd'hui pèse sur les États et sur les peuples. Les débats autour de Google ou autour, qui aujourd'hui dictent, ce sont aujourd'hui ces grands groupes, ces grandes sociétés qui dictent dans nos pays la politique des États et le sentiment des peuples que même nos élus n'ont plus de pouvoir, bien évidemment, puisque nos élus eux-mêmes sont soumis à cette. Donc je pense que c'est. J'avais assisté à une conférence d'un Brésilien progressiste, le frère Beito, un des pères de l'idéologie de la libération, d'une conférence sur la jeunesse et le capitalisme. Il expliquait quel est le discours du capitalisme qu'on a entendu chez Reagan et chez Thatcher. C'est de dire aux jeunes, vous ne pouvez pas changer la société. No future, pas d'avenir. Par contre, explosez-vous dans tout ce que vous voulez. La consommation, la mode, la drogue, tout ça, vous êtes libre. Mais la société ne se change pas. Et je crois que ce qu'il exprimait pour la jeunesse, elle se pose pour toutes les sociétés. Il y a un mur de verre. Il y a un mur de verre que tu évoquais. On ne peut pas remettre en cause les sociétés dites de la démocratie occidentale, qui ont d'ailleurs la prétention à vouloir imposer leur modèle à tous les pays du monde. C'est quand même. Voilà. Donc, c'est la troisième dimension. Alors, dernier élément, c'est que toute l'activité que j'ai pu avoir moi, autour de Cuba sur le terrain me montre qu'il y a d'immenses possibilités d'échange et de coopération. Je me rappelle quand on a fondé une association qui s'appelle Bordeaux Cienfuegos pour des raisons historiques, puisque Cienfuegos a été fondé par des Bordelais. J'ai rencontré bon, un certain nombre d'autorités culturelles et autres de Bordeaux. J'ai été surpris, dans des milieux politiquement assez opposés à celui que j'ai été frappé un, de l'intérêt, et deux, de la curiosité. Et jamais j'ai rencontré de l'hostilité. Et à cette époque-là, le but de cette association, il avait une dimension politique. Il n'était pas simplement sentimentalement de rappeler l'histoire de nos ancêtres, et historiquement, mais aussi de faire que la ville de Bordeaux, dirigée par Juppé, donc une des grandes figures de la droite en France, à l'époque où le contexte anti-cubain
imprégné la politique française et la politique européenne, que la ville de Bordeaux, dirigée par Juppé, est un geste d'amitié, de sympathie, fût-ce historique, vis-à-vis de la ville de Cienfuegos, qui fêtait le 200e anniversaire de sa fondation. Et cela est réussi puisque le représentant de la ville de Bordeaux est intervenu au bicentenaire. Donc il s'agissait d'enlever un blocus qui existait déjà en France. Donc on a déjà indiqué qu'il est en grande partie levé. En parlant de blocus, j'ai l'image de la haute représentante de l'Union européenne qui venait présenter le nouvel accord politique entre l'Union européenne et Cuba à La Havane, et qui disait, là où certains mettent des barrages, nous venons ici pour lancer des ponts. Et pour l'anecdote aussi, pour vous montrer l'absence de souveraineté de l'Union européenne, j'ai rencontré il y a 2 ans l'ambassadeur de l'Union européenne à La Havane. Et j'allais le rencontrer en lui disant, je ne comprends pas la politique européenne. Comment se fait-il que le blocus soit maintenu? Et j'ai rencontré, je ne m'attendais pas du tout à rencontrer un diplomate comme ça, mais un diplomate qui était à 100% contre le blocus. Je vous expliquerai pourquoi. Et qui me dit, je vous dis 2 chiffres. Le commerce global de Cuba, c'est 1 milliard. La vente des voitures allemandes aux États-Unis, c'est 40 milliards. Vous comprenez que s'il faut choisir entre souveraineté de Cuba et exportation des voitures allemandes, le choix de l'Union européenne, il est fait. Et entre parenthèses, cet ambassadeur, Navarro, il a co-signé une lettre de diplomate et de personnalité à Biden pour lui demander la levée du blocus. Il a été immédiatement rappelé par Borrell, le chef de la diplomatie européenne, bon, pour lui faire la leçon, pour lui expliquer. Malheureusement, il n'est plus aujourd'hui à Cuba, mais pour vous montrer comment un diplomate qui demande ce que les pays européens ont demandé à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, la levée du blocus. Lui le demande à Biden, il est entre guillemets sanctionné. Et à l'époque, je lui ai envoyé une lettre de soutien et j'avais interpellé aussi le groupe au Parlement européen pour qu'ils apportent ce soutien. Pour vous montrer les limites de la souveraineté. Et donc, il y aura dans la bataille des Européennes une grande bataille. Alors, quand on parle de souveraineté, c'est souveraineté aussi européenne. Ce n'est pas que la souveraineté nationale dont a parlé le Premier ministre l'autre jour, avec plus de mots sans doute que de contenu, mais c'est aussi la souveraineté, comment l'Union européenne est. Et un dernier élément, moi qui me choque beaucoup, et je pense qu'on laisse le chantier encore ouvert. L'Union européenne et la France, pour contrer le blocus, ont établi des lois de blocage. Ils ont appelé ça des lois de blocade. Et ces lois ont été abandonnées. Mais elles sont écrites. Elles sont au gouvernement français, elles sont au Parlement européen. Elles sont abandonnées, bien entendu, sous la pression des États-Unis. Donc, est-ce que ce n'est pas un outil que les forces progressistes ont à prendre pour relancer ça? Je mesure tous les obstacles qu'il peut y avoir. Mais il y a un autre élément, c'est des organisations écologistes qui l'ont fait. Alors, j'aime pas d'aller devant les tribunaux. Je pense que la bataille doit être politique avant d'être juridique. Mais ils ont porté devant les tribunaux l'inaction de la France en matière climatique. Et ils ont gagné. Et là, je pense à l'inaction de la France dans la défense des intérêts économiques de la France. Et on pourrait le dire au niveau européen aussi. C'est-à-dire l'inaction actuellement du gouvernement français sur ces questions-là. Parce qu'encore une fois, il faut le mesurer. Vous faites la moindre infraction, vous allez au tribunal. Aujourd'hui, l'Union européenne et la France tolèrent que les entreprises françaises ne respectent pas le droit européen. Le droit européen sur les mouvements des capitaux dit toute restriction au mouvement des capitaux entre les pays de l'Union et entre les pays de l'Union et les pays tiers est interdite. Toute restriction est interdite. Et quand il y a un banquier, mon banquier auquel je fais appel, il est autrichien, me demande quand j'envoie de l'argent à Cuba, si la personne à qui j'envoie, elle n'est pas membre du Parti communiste, elle n'est pas membre des forces armées, c'est une limitation à la liberté qu'il doit y avoir du transfert des capitaux. Mais ça, c'est une petite chose au regard de l'interdiction qui a été faite à l'ambassade de Cuba ou à Cuba Coopération d'avoir. Donc le champ est immense. Il ne reste que les forces humaines à mettre derrière, à donner les possibilités de concrétiser.
Voilà, et dans l'esprit où l'a dit Franck au début, voilà, beaucoup de choses existent, beaucoup de potentialités. Et il y a des moments, peut-être, il faut, comme dans la période actuelle, rassembler à des moments, et notamment par rapport aux collectivités territoriales elles peuvent financer Ouais, c'est ça. des containers. Donc, je pense aussi que l'union fait la force à Cuba comme ici, et que parfois, sur des thématiques données, il est possible aussi de rassembler toutes les bonnes volontés. Il a une connaissance de Cuba, Jean, qui est très, très supérieure à la mienne. Et ce qui me permet, je l'ai déjà dit, euh, de lui faire un reproche. Contrairement à moi, il est à la retraite, il a du temps devant lui. Je pense que tu as écrit une brochure sur la démocratie et je casse la tête là depuis 2 ou 3 ans en lui disant qu'il faut qu'il écrive quelque chose sur Cuba. Il faut que tu... Mon Dieu, mais pourquoi tu es paresseux? Non, Il est très occupé, bien qu'à la retraite, hein. Non, mais je le dis parce que tu fais partie, c'est pas pour flatter, hein, mais tu fais sans aucun doute partie, tu es sans doute un des plus fins connaisseurs de Cuba, et en termes d'analyse en plus, en termes d'analyse politique, où tu décryptes les choses, quoi. Et décidément, il va falloir que tu... toi, il y a Steve, c'est un premier bouquin. Toi, il faut que tu te mettes au travail, qu'on en sorte un autre, que tu en sortes un, peut-être dans un an ou deux. Il faut voir. Parce qu'on a besoin de travailler aussi, toi, de travailler idéologiquement. Et toi, tu as un pouvoir d'analyse. Il faut que tu t'y mettes. Et on en fait ensuite. Ça prendra le relais de celui-ci pour qu'on puisse diffuser. Ça sera un livre militant aussi, quoi. Non, mais vraiment, hein. mais Je le ne comprends travail, pas pourquoi tu es paresseux. je corrige, je corrige. Je ne te dis pas le nombre de nuits pour rédiger, j'ai dû passer 1 an, ça m'a pris, pour rédiger l'étude sur la... Parce qu'il n'y a aucune analyse. On parle de dictature, on parle de démocratie, aucune analyse n'a été faite du système institutionnel cubain. Et quand on fait l'analyse, ça me faisait penser à, dans le Capital de Marx, quand il va rentrer dans le laboratoire secret où se fabrique la plus-value, il dit, c'est un laboratoire sur la porte de laquelle il y a marqué défense d'entrée. Et on sent un peu ça. Il est défendu d'entrée dans la compréhension de l'institutionnel cubain. Qu'est-ce qu'on y découvre? On y découvre, et j'ai été conforté par un constitutionnaliste de Martinique dont j'ai découvert l'étude après la mienne, c'est qu'elle est exemplaire, elles sont exemplaires, les institutions cubaines, en termes de participation, enfin c'est lui qui le dit, de participation du peuple. Mais il y a un deuxième élément quand on fait cette étude, ça nous éclaire sur notre propre démocratie, sur la prétention que nous avons, et moi-même je me suis fait le procès d'être auto-centré, d'être franco-centré, d'avoir une conception de la démocratie que l'on m'a mis dans la tête qui m'empêche de voir la réalité de d'autres formes et de vraie démocratie, c'est-à-dire d'un pouvoir de peuple qui est vraiment poussé jusqu'au bout. Nous, on a un pouvoir des peuples qui est extrêmement limité, qui est extrêmement poussé jusqu'au bout. Après, la qualité, mais ça aussi, c'est une difficulté. J'ai une formation d'ingénieur agronome. Et la science agronomique, c'est une des sciences dans laquelle l'empirisme, c'est-à-dire l'observation, la connaissance, l'expérience, est très importante. D'ailleurs, le travail de terrain. Voilà. Et je ne sais pas construire un discours en dehors de ce travail de terrain. Et là où j'ai mais tu as cette capacité, elle est moins, je dirais, intellectuelle et théorique sur ces questions qu'une connaissance de terrain. Je vous cite une anecdote, parce que souvent, mais toi tu as cette pratique aussi de député, je vois bien dans tout ce que tu dis. Mais une anecdote, Cuba est une dictature, et je pose la question à une amie cubaine, et elle me dit, tu sais, il y a beaucoup de Français qui me posent la question. Et moi, je leur réponds, dit cette cubaine, mais en France, vous avez non, vous avez sur le parti unique, hein. Et quand on me pose la question sur le parti unique, je réponds, mais vous avez en France un parti unique? Ah bon? Ben oui, c'est la finance. Et elle m'a dit ça, et qu'est-ce qui me revient de suite en mémoire? La phrase de Hollande. Mon ennemi,
il n'a pas de nom, il n'a pas de visage, il n'a pas de parti, il ne sera jamais candidat, il ne sera jamais élu, et pourtant il gouverne, c'est la finance. Et moi, c'est ça qui vous donne des révélations. C'est-à-dire qu'à partir d'un argumentaire aussi fort, aussi populaire, c'est-à-dire qui vient d'en bas, hein, comment on arrive effectivement, et dire ça, mais vous avez un parti unique en France, et quand vous y réfléchissez, quand Hollande dit ce qu'il dit, que l'on peut partager, même si après il n'a pas tiré les mêmes enseignements que nous. Voilà. Donc, attends, par rapport à ça, après je vous laisse la parole. L'été, on a dans mon village tous les ans le festival de la compagnie de théâtre Joli Môme. Donc on a des débats, on a des personnes qui interviennent. Il y a Monique Vincent Charlot qui est venue cette année. Et elle a fait un débat sur la place du village. Elle est plus âgée que moi, hein. Elle a parlé pendant peut-être 1 heure et quart, 1 heure et demie, debout. Elle nous a fait un débat extraordinaire. Et elle a terminé, elle ne savait pas que j'avais écrit le bouquin sur Cuba, hein. Elle a terminé en disant, on parle de certains pays qui ont un parti unique, et elle dit, nous, on n'a pas de parti unique, mais on a la pensée unique. C'est la même chose. Et c'est tout à fait ça, en fait. C'est fort, hein? J'étais scotché. J'ai dit, et mon livre était déjà édité, donc sinon je l'aurais repris, ça. Ça, je l'aurais repris. Une demande de parole. Oui. Allez, on se tait. Moi, je me tais. Je vais pas prendre la parole, je vais partir. Parce Non, non, que mais derrière. Moi aussi, je ne vais pas tarder à partir. Ah, oui, d'accord. J'ai vu ce temps. Parler d'abord. Non, je dois partir parce que j'ai eu une intervention cet après-midi en collège où on va parler solidarité avec l'Amérique latine, avec des élèves de collège. Donc, voilà. Donc, il faut que je parte. Bon, France-Amérique latine.